Voilà, on va pouvoir commencer. C'est dans la continuité de ce matin, puis de cette journée un peu spéciale sur les 40 ans de l'EPS à l'éducation nationale, les 40 ans de la réintégration, comme l'a dit Nathalie ce matin. On a consacré une séquence à la question de la gestion des enseignants. On va le dire comme ça, on ne pense pas que la façon dont on gère les carrières ou qu'on gère les enseignants ne soit pas anodine, ou en tout cas ne dit pas quelque chose sur la façon dont on pense aussi l'éducation, que la façon dont on gère les personnels, que ce soit ici à l'éducation nationale ou ailleurs dans d'autres fonctions publiques, dit quelque chose de la façon dont on estime les personnels, dont on estime la valeur de ce qu'on enseigne, et dont on fait confiance ou pas aux personnels qui ont la charge tous les jours d'accueillir et d'enseigner aux élèves. Donc, on l'a formulé comme ça. L'intégration a eu des impacts sur la carrière des enseignants, sur les mutations, sur les promotions, sur la mise en place de l'agrégation. Ces évolutions ont été aussi transformées par la gestion et l'évolution au sein d'un ministère. On est passé au sein d'un très grand ministère qui gère aujourd'hui à peu près 1 100 000 personnes. Et la discipline EPS représente la troisième matière en termes d'enseignants, après les enseignants de mathématiques et les enseignants de lettres. Donc, nous ne sommes pas une petite matière en termes de gestion des personnels, loin de là. Et ça compte quand même dans la façon dont le ministère gère ces choses-là. Et donc, in fine, la question, c'était un peu binaire, mais est-ce un progrès ou une régression d'être arrivé pour les questions de carrière au ministère de l'Éducation nationale? Alors, on se doute bien que les réponses de nos trois intervenants ne sont peut-être pas aussi binaires que notre question, et qu'on ne sera pas tout à fait tout l'un ou tout l'autre, et qu'on est plus sur sûrement des processus, comme ça a été dit ce matin. Donc, on a fait venir trois acteurs de cette période-là, qui vont se présenter eux-mêmes. Je pense que ce sera plus simple. Par ordre chronologique d'intervention, il y aura Annick Davis, qui connaît bien l'Académie de Créteil. Oui, voilà. Particulièrement. Elle le présentera et se présentera elle-même, mais qui a exercé différentes fonctions, et notamment celle de commissaire paritaire au sein du SNEP. Alors, pour les plus jeunes ou les plus anciens qui ne connaissent pas tout à fait ces fonctions, ce sont les personnes qui sont élues pour représenter les personnels, ce sont vos représentants, qui s'occupait de gérer et de vérifier comment l'administration traitait les carrières et les mobilités des personnels. Nous aurons ensuite Bernard dans l'ordre. Bernard Charlier dans l'ordre avant Simone, qui était aussi secrétaire national au SNEP, FSU, chargé des questions de carrière. Et enfin, on terminera par Simone Sens, qui s'est beaucoup occupé des questions de mobilité, de mutation, d'affectation des personnels. Voilà, ça nous permettra de dresser un panorama. Chacune interviendra une première fois. Si ensuite l'une d'entre vous veut réagir aux propos introductifs de l'un, je vous repasserai la parole et puis après, on ouvrira les questions. Et donc, Annick Davis, pour commencer. Oui, alors, la question, c'est effectivement, mais qu'est-ce qu'elle fait là dans la gestion? Voilà, Annick Davis, elle n'est pas connue pour ça. Seulement, voilà, quand j'ai répondu à Bruno Cremonesi, son appel portait sur les enjeux et les rapports de force. Et ce qui m'a sauté à la mémoire, c'est l'idée que c'était une victoire paradoxale, quoi. Ça, tu vois, par rapport à ce que tu dis, victoire, mais paradoxale. Et notamment à cause de ces affaires de rapports de force dans des ministères différents. Attali l'a dit ce matin, j'y reviens, le ministère de la Jeunesse et des Sports était un petit ministère. Nous étions la bête noire des ministres des Sports, les profs de PS. Turbulents comme nous étions, Jean Lafontaine dans l'autre carrefour va redire qu'on était à un niveau de 2 grèves par an strictement EPS, sans compter la fonction publique et l'enseignement. C'est-à-dire, voilà, ce corps turbulent des profs de PS dans un petit ministère pesait énormément. Donc, il a raconté les chagrins des inspecteurs généraux. Bon. Mais en termes de gestion, vous voyez bien que c'est un rapport de force dont on a su faire une bonne utilisation. On a su faire un atout de ça. C'est-à-dire que nos dossiers
en termes d'intervention sur la gestion, les carrières, nos interventions étaient certes remarquablement préparées. Je voudrais rendre ici hommage à Édouard Bernier, parce que c'était le patron de l'affaire, quoi. Et que l'exigence d'Édouard sur les dossiers était sans... Voilà, on travaillait tard le soir, hein, quand on préparait les commissions paritaires. Mais en même temps, on avait une administration, ça existait encore à l'époque, un directeur de l'administration qui était un honnête homme. Je pense qu'il avait connu Guimier dans la période, après la Seconde Guerre mondiale, dans la période de restructuration des administrations. Il y avait des gens vertueux, quoi. Et donc, on était à la fois fort et entendu, quoi. Quand je dis qu'on était fort, on était incroyablement conquérant. Et je vais essayer de l'expliquer, ça. Vous voyez, comprenons-nous bien, je ne suis pas en train de dire, avec nostalgie, que le SNEP était mieux avant et que le MJS était mieux. Pas du tout. Le problème, c'est d'essayer de comprendre l'articulation des rapports de force entre un corps qui se bat beaucoup dans un petit ministère et un corps qui se fait un peu bouffer par l'ogresse, enfin par les ogres d'ailleurs, dans un grand ministère. Donc, je pense que les choses étaient d'une certaine manière plus simples. Je crois qu'aujourd'hui, tout est terriblement compliqué. Benoît l'a très, très bien, enfin, j'ai trouvé brillant la façon dont il l'expliquait, ça. Comment les collègues sont face, sur cette question des rapports de force, à une situation incroyablement compliquée, quoi. Tous les repères sont floutés, d'une certaine manière. Qu'il s'agisse, bien sûr, des repères économiques, le capitalisme, lui, sait s'adapter, hein, et donc, il y a de moins en moins de visibilité de l'exploitation. Ou qu'il s'agisse, en termes politiques, de la façon dont la médiatisation et la Ve République font système pour ne pas parler des enjeux, ne parler que des personnes. Donc, plus rien n'est lisible. Donc, vous voyez, je ne dis pas on était meilleur. Je veux dire, pour nous, les choses étaient quand même plus simples. Et puis, en tant qu'équipe nouvelle du SNEP, dans les années 70, nous étions sûrs que la droite allait perdre. On n'avait aucun doute sur le fait qu'on gagnerait, quoi. Et on avait aussi l'espoir que cette défaite permettrait de nouveaux possibles. Voilà. On était donc, quand je vous dis qu'on était conquérants, vous voyez, il y avait une logique. On dit souvent la dimension politique du SNEP, oui, mais pas en termes subalternes d'appartenance politique. Ce n'était pas ça la question. C'était la question des perspectives, des espérances et comment dire, aussi des acteurs. Je vais vous donner 2 détails qu'on ne donne pas souvent. Dans l'équipe, nous étions, j'allais dire, des trentenaires conquérants. Je ne dis pas du tout ça pour dire qu'il faut virer aujourd'hui les secrétaires nationaux du SNEP, hein, au-dessus de 30 ans. Je dis simplement qu'à cette époque-là, ça voulait dire quelque chose. On était, par exemple, dans le secrétariat, on était 4 de la promo 58-61, c'est-à-dire celle qui a vu la fin de la guerre d'Algérie. Hein. Il y avait Édouard Zacrouillet, comment on dit, et puis moi, et puis un autre. Voilà. Jackie Dumonteau et moi. Nous étions de la même promo. Ça veut dire que nous étions soudés et très politisés. Voilà. Et puis, notre lien avec les milieux populaires. Je vais peut-être vous étonner, mais à un moment dans le secrétariat national, à part Marcel Berge et moi, tous les autres venaient de l'école normale d'instituteurs, des écoles normales d'instituteurs. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que c'est des gens qui, en seconde, avaient choisi de devenir enseignants, souvent par goût, mais aussi, ils allaient à l'école normale aussi pour des raisons économiques. Donc, vous voyez, quand je dis conquérant, trentenaire et conquérant, je veux essayer de décrire ce collectif de travail-là, quoi. Et puis, moi, alors, je parle que de 69 à 81, puisqu'en 82, je m'en vais pour faire pour le ministre de la fonction publique. C'est un rapport sur les femmes et la fonction publique. Un rapport qui publiait la documentation française. Donc, je ne suis plus au SNEP, hein, donc je laisserai Simone et Bernard en dire plus. Mais il me semble, vu d'où j'étais, c'est-à-dire d'un autre ministère, que, j'allais dire, l'ogresse éducation nationale. Voilà, cet énorme ministère ne pouvait que nous avaler ou nous assimiler, je ne sais pas comment il faut dire. Et que donc, ça devait jouer énormément sur les procédures de gestion. Mais là, je laisse mes amis le dire, puisque moi, je n'y étais pas. Ici encore, je ne me rallie pas du tout aux propos sur le mammouth. Je ne suis pas en train de dire que l'éducation nationale est un monstre bureaucratique, etc. Mais voilà, depuis le milieu des années 80, je souffre, moi, comme militante de la transformation sociale, je dirais, sur le fait que dès qu'on pose les questions de la transformation de l'école,
le loup libéral, réactionnaire, appelez ça comme vous voulez, qui est caché derrière la porte, se saisit de toutes les portes entrouvertes pour non pas faire progresser, mais pour faire régresser l'école. Et c'est un drôle de handicap, ça, alors pas seulement sur les questions de gestion et tout ça, mais sur les questions de transformation de l'école. Vous voyez, il y a là voilà, un loup en embuscade qui guette toutes les possibilités. On voit bien avec Blanquer, hein, mais c'est vrai depuis longtemps. Comment ils prennent les vrais problèmes pour saper ce qu'il y a de positif dans l'existant. Et du coup, ça nous fait passer, nous, pour des gens toujours sur la défensive, toujours en train de râler, toujours en train d'avoir peur des nouvelles mesures, etc. Mais il faut bien comprendre pourquoi c'est comme ça. C'est parce que les nouvelles mesures, il n'y en a aucune qui va dans le sens de l'amélioration du service public, et notamment, voilà, Benoît a cité l'Académie de Créteil. Je suis très, très attachée à cette académie, et particulièrement à la Seine-Saint-Denis, même si j'habite aussi le Val-de-Marne. Comment dire, aucune des mesures je ne sais même plus combien de dizaines d'années il faut compter, n'a amélioré la situation scolaire. Aucune. Et les gens qui, avec bonne volonté, nous ont proposé comment dire, des choses comme les intervenants extérieurs, des trucs comme ça, n'ont fait qu'affaiblir. Mais tout ça a été dit tellement bien par Benoît ce matin que je ne souhaite pas y revenir longtemps. Mais voilà pourquoi les syndicalistes se font souvent traiter de conservateurs. C'est parce qu'on est mis sur la défensive par l'offensive libérale en permanence. Pour avoir consulté Édouard Bernier, donc je rends hommage à Édouard Bernier, mais mes amis le diront peut-être mieux que moi, il m'a dit d'ajouter la question des équipements, des conditions de travail, dans les choses qui se sont passées moins bien à l'éducation nationale qu'à la jeunesse au sport. Mais comme Martine Leferrand est en train d'en parler dans l'autre carrefour, je n'en parle pas beaucoup. Sur les carrières, je te laisse, même si Édouard ajoutait, t'en feras ce que tu voudras. Non, les carrières, c'est Bernard, ouais. T'en feras ce que tu voudras, Bernard, mais que les mesures comme la hors-classe, le 7e échelon et tout ça, il ne dit pas que c'était pas bien, il dit que ça a quand même empêché de penser la question des carrières des débutants. Et on voit comment elle revient dans l'actualité aujourd'hui, cette question des carrières des débutants. Et là-dessus, Édouard dit que l'intégration à l'éducation nationale, ça a plutôt empêché de poser cette question, puisqu'il fallait qu'on soit comme les autres. Donc, on ne pouvait pas commencer par demander à être totalement différent. Il y a une chose dont on ne parle pas énormément. Qui est-ce qui a parlé ce matin de la création des profs adjoints par Mazo? Je crois que c'est Attali. Hein. L'intégration des profs adjoints dans le corps, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un corps unique des enseignants de PS. Je ne sais pas si vous mesurez ce que ça veut dire de la part du SNEP. C'est-à-dire, j'allais dire l'esprit d'abnégation, c'est pas bien de le dire comme ça, mais vous voyez qu'un syndicat accepte d'intégrer massivement un corps en dessous qui donc va gagner beaucoup plus de sous, etc. Je pense que c'est à peu près unique dans le syndicalisme. En tout cas, dans le syndicalisme enseignant, j'en suis sûre. Or, le fait qu'il n'y ait plus qu'un seul corps, je ne dis pas que ça rendait les choses simples, mais oui, ça évitait en tout cas les manœuvres de division, y compris sur le terrain, des traitements, des carrières, etc. Donc, je le dis parce qu'Édouard y a insisté, voilà. Et un mot, ce sera ma conclusion. Je l'ai cessé, y compris quand j'étais inspectrice pédagogique, y compris quand j'avais d'autres fonctions, de vanter le mérite du SNEP et de dire pourquoi. Comment dire, c'est tellement rare, même dans les syndicats ouvriers, j'allais dire pour dire vite, qu'un syndicat soit si proche du métier. Hein, mais Attali l'a dit ce matin, j'y reviens pas longuement. Non, Benoît, c'est Benoît qui l'a dit ce matin très bien. Mes références théoriques là-dessus, qui ont été celles du groupe d'innovation de Créteil aussi d'ailleurs, c'était le travail d'Yves Clos sur le travail, c'est-à-dire l'importance dans la construction de sa personnalité, non seulement d'avoir un emploi bien sûr, mais la question du travail. Et je vous recommande aussi Danielle Linhart, qui est une sociologue, donc, et qui dit qu'il ne faut pas seulement parler de l'emploi, il faut absolument parler du travail. Je trouve que le fait que le SNEP continue à faire ça contre vents et marées, c'est vraiment très important. Donc, on n'en fera jamais trop sur la question professionnelle. Mais, la condition sine qua non pour que les gens adhèrent à un syndicat, c'est qu'ils aient la certitude que le syndicat défend leurs intérêts collectifs et individuels. D'où l'importance d'un secteur, on appelle ça corpo, c'est pas très joli, parce que justement, chez nous, c'est pas du corporatisme, c'est de la défense du métier. Voilà. C'est bien.
Merci beaucoup, Annie. On va continuer avec Bernard. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc. Vas-y. Oui. Pour ceux qui... Tu auras du temps pour les regrets aussi encore. Voilà. Après. Pour ceux qui s'étonnaient de me voir ici, j'ai donc expliqué que je suis sans doute une des plus anciennes commissaires paritaires. Hein. C'est à ce titre que j'ai souhaité défendre la question de la gestion au sens, je ne redis pas corporatif étroit, mais au sens du métier, quoi. Et puis, comment dire, au SNEP, j'étais pas forcément visible parce que j'étais organisatrice du travail, donc ça se voit pas de l'extérieur. Et puis, j'étais responsable, alors vous allez peut-être tous sourire des grands yeux parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce que c'était, j'étais responsable nationale de la tendance Unité Action, car les syndicats de l'ancienne FEN, comme ceux de la FSU aujourd'hui, étaient organisés en tendance. Et la tendance, c'était, comment dire, un lieu important de conception à l'époque, de conception du syndicalisme et du métier. Voilà. C'est vraiment avoir ça. Donc, merci Annick, voilà, qui a eu un certain nombre de fonctions diverses et variées au cours de sa carrière. Maintenant, avec Bernard, qui est parti en retraite il y a quelques temps, voilà, mais qui a suivi pour le SNEP FSU la question des carrières, ce qui comprend, bien évidemment, ce que décrit Annick tout à l'heure, la fonction de commissaire paritaire. Mais aussi des moments de discussion, de concertation avec les ministères, les directions des ressources humaines. Voilà. Donc, je laisse Bernard continuer. Moi, je suis donc Bernard Charlier. J'ai été commissaire paritaire académique. Alors, j'ai joué un peu les anciens combattants parce que cela remonte à 1975. Et ensuite, je suis devenu commissaire paritaire national et secrétaire national du SNEP. Alors, je vais commencer juste par une petite digression, c'est-à-dire entre 1958 et 1981. Donc, pendant cette période-là, l'EPS navigue dans différentes instances du gouvernement. On n'a pas été toujours que jeunesse et sport, puisqu'on a été un sous-secrétariat jeunesse et sport, on a été rattaché au Premier ministre, au ministère de la qualité de la vie, entre autres. Donc, on s'est baladé. Et pendant cette période, plusieurs corps sont amenés à enseigner l'éducation physique et sportive. Les maîtres de PS qui n'avaient pas le niveau bac, les professeurs adjoints, les chargés d'enseignement de PS, les adjoints d'enseignement de PS, eux, seulement à partir de 1972, et enfin, les professeurs d'éducation physique et sportive. Et les sortants pouvaient être affectés indifféremment dans l'extrascolaire ou en établissement scolaire. Mais ça, Simone se chargera d'en parler. Il y a donc 40 ans, nous passions d'un gros corps dans un petit ministère à un petit corps dans un gros ministère, comme écrit la EPS. Alors, s'il y avait des réticences de la jeunesse et des sports qui perdaient des personnels qualifiés, les enseignants d'EPS, avec le SNEP, l'attendaient après avoir mené les luttes pendant des années, et particulièrement à partir de 1978, année du plan Soissons, qui remettait en cause le plan scolaire, le sport scolaire, qui réduisait son horaire. Et heureusement, les exigences syndicales du SNEP et les actions qu'il mènera sans interruption seront déterminantes pour obtenir le rattachement de l'EPS à l'éducation nationale. Ce sera le 3e en 1981, ce sera le 103e engagement de François Mitterrand. Et c'était donc la reconnaissance de l'EPS comme discipline d'enseignement à part entière. La jeunesse et sport, de son côté, créera plus tard les professeurs de sport qui interviendront, eux, uniquement dans le secteur jeunesse et sport. Alors, quelle évolution après 1981? Un dispositif, alors je vais parler là de différents corps, évidemment. Un dispositif d'amélioration de la carrière du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive a été mis en place par application des relevés de conclusion en 89. Et donc, sur la revalorisation de la fonction enseignante, puis en 93, sur l'amélioration des perspectives de carrière des chargés d'enseignement d'EPS. Une classe exceptionnelle a été créée au sein de ce corps des chargés d'enseignement, donc,
qui prolongent leur classe existante et culminent à l'indice brut 966, qui est également l'indice de rémunération correspondant au dernier échelon de leur classe des profs de PS, hors classe créée en 1989. Ces plans de revalorisation ont en second lieu prévu la possibilité pour ces personnels d'accéder au corps des professeurs d'éducation physique par liste d'aptitude exceptionnelle. Cette disposition a été mise en place donc en 89 pour les chargés d'enseignement de PS ainsi que pour les adjoints d'enseignement de PS. Par ailleurs, donc je dirais les CE peuvent dans certaines conditions intégrer le corps des profs de PS par liste d'aptitude statutaire prévue par décret. En 2000, des mesures budgétaires destinées à élargir les contingents d'emploi de leur classe et de la classe exceptionnelle des CE ont été proposées afin d'améliorer les perspectives de carrière de ces enseignants au sein de leur même corps. Ces mesures se sont traduites donc, en 2001 par la transformation de 22 emplois de CE de classe normale en 22 emplois de classe exceptionnelle, c'est-à-dire une progression au niveau rémunération. Cet effort, poursuivi l'année suivante, l'a été dans le cadre de la loi de finances 2002, en transformant 100 emplois de CE de classe normale en 75 emplois de hors classe et 25 de classe exceptionnelle. On améliore donc particulièrement les rémunérations. À ces transformations d'emplois ont été ajoutées en 2002 180 possibilités supplémentaires pour les CE, 100 hors classe et 60 en classe exceptionnelle. Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2003, l'amélioration du pyramidage de ce corps se poursuit par la transformation de 227 emplois de CE de classe normale en 183 emplois de hors classe et 44 en classe exceptionnelle. Bon, j'arrête sur ce chiffre. Alors, il y a certes une amélioration du déroulement de carrière des CE, mais qui ne peut être suffisante, puisque le SNEP, alors, revendique une formation initiale au niveau des professeurs de PS, revendication qui aboutira à un niveau de recrutement pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive, tout en ouvrant par la suite l'accès au corps des agrégés. Aujourd'hui, la procédure d'extinction des corps des adjoints d'enseignement PS et CE de PS se poursuit par l'intégration, alors par deux voies, l'intégration dans le corps des professeurs de PS ou les départs en retraite. Mais en octobre 2019, le ministère, donc c'est tout récent, a décidé unilatéralement de supprimer l'accès au corps des profs par le décret qui était le décret le plus favorable, le décret de 1980, qui utilisait la reconstitution de carrière. Et il reste le décret de 89, qui est un décret beaucoup moins intéressant parce qu'il ne provoque pas d'augmentation salariale conséquente lorsque les chargés d'enseignement rentrent dans le corps des profs. Et comme il n'y a malheureusement plus de CAP, donc de commission administrative paritaire, de CAP nationale et de CAP académique, l'administration sera seule pour décider des nominations d'un corps des professeurs de PS. Concernant les professeurs de PS, l'acte de candidature au grade de la classe exceptionnelle, créé en 2017, qui avait été initialement prévu à titre transitoire, disparaîtra à partir de 2021. Tous les agents promouvables sont examinés. Alors, si on constate des avancées, elles ne sont pas suffisantes pour le SNEP, qui revendique d'abord la déconnexion entre évaluation professionnelle et progression de la carrière, qui doit pouvoir être parcourue par toutes et tous sans obstacle de grade. Et à défaut, l'accès à la classe exceptionnelle doit être ouvert à toutes et tous. Et en même temps, le SNEP revendique aussi l'amélioration des débuts de carrière, car il faut savoir que l'écart entre la rémunération des professeurs qui rentrent dans le métier et la rémunération des personnels du privé avec la même qualification s'écarte de plus en plus largement au profit du privé. Le statut spécifique des professeurs de PS leur permet d'avoir une représentation syndicale propre. Le SNEP, qui a des résultats aux sélections professionnelles qui tournent autour de 80%, c'est-à-dire la place que les collègues accordent à leur syndicat. Et le SNEP, d'ailleurs, depuis 1981,
sera présent dans toutes les CAP académiques et la CAP nationale. Mais malheureusement, la place que l'administration accorde au CAP va-t-elle aussi régresser au fil du temps pour aujourd'hui être supprimée, laissant à la hiérarchie tout loisir de procéder seul, notamment aux promotions sans aucun contrôle. Mais alors, on peut se dire, mais les enseignants de PS sont-ils les seuls à avoir vu se dégrader les conditions de leur déroulement de carrière et de leur représentativité? Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale vient de créer une nouvelle commission regroupant l'ensemble des corps enseignants du second degré, incluant les profs d'école présents dans certaines fonctions du second degré. Cette commission comprend 19 titulaires et 19 suppléants au niveau national comme académique. Et elle sera constituée, parce qu'elle ne l'est pas encore, sur la base du résultat des prochaines élections professionnelles et traitera des conseils de discipline et recours des collègues. C'est dire le recul considérable dans le droit des personnels à être traités à égalité et dans la clarté, puisque l'administration fera ce qu'elle voudra. Les mesures régressives que nous connaissons depuis des années sont malheureusement donc communes à tous les corps d'enseignement. Progressivement, la représentation et le pouvoir d'intervention des organisations syndicales se réduisent. L'autoritarisme ministériel devient de plus en plus prégnant et ouvre la porte à tous les abus si nous ne prenons garde. L'exemple récent de Marseille, alors je fais une petite entorse sur ce que va dire Simone. L'exemple récent de Marseille sur le recrutement des personnels par les chefs d'établissement en est un exemple inquiétant pour l'avenir. Donc, je dirais en terminant, syndicalistes, nous avons du pain sur la planche. Merci. Merci Bernard. Pour illustrer un peu ce que dit Bernard, pour avoir quelques chiffres, les adjoints d'enseignement dont a parlé Bernard, chargés d'enseignement ou PEGC, profs d'enseignement général de collège, qui sont des professeurs qui enseignaient 2 matières, voire 3, voire 4, voire 5, suivant ce qui restait à faire dans les matières du collège. En 2008, on en avait 10 000 dans le second degré. Aujourd'hui, on est à peine à 1000. C'est 3 corps confondus. Voilà. Donc, on est sur une extinction, voilà, de ces corps, puisqu'il n'y a plus de recrutement. Donc, ces collègues partent à la retraite. Et je pense que d'ici 4-5 ans, nous n'aurons plus que des certifiés, agrégés ou professeurs de PS, voilà, dans le second degré, dans les collèges et lycées. Simone, qui va compléter un peu la dernière introduction sur les questions des mobilités et des mutations. Voilà. Alors, en préambule, si nous abordons aujourd'hui le thème des mutations, je tiens à le rappeler ou à informer nos jeunes étudiants qui sont nombreux aujourd'hui sur l'ensemble du territoire, puisque nous passons un concours national. Ça nous permet aussi de changer de poste pour muter vers une région où l'on aspire à vivre ou tout simplement pour changer d'établissement. C'est le droit à une mobilité géographique. Ainsi, tous les ans, se déroulent les mutations, le mouvement, afin de répartir équitablement des enseignants qualifiés excusez-moi, pour tous les élèves sur tout l'ensemble du territoire. Comment se sont déroulées et déclinées ces opérations de mutation avec les incidences ou conséquences avant l'intégration au ministère de l'Éducation nationale jusqu'à nos jours? Progrès, régression, c'est ce que nous allons voir. Mais nous allons surtout mettre en évidence que ces opérations ne relèvent pas que d'une technicité, une gestion qui s'appuierait sur des règles et des barèmes pour départager les différents candidats à une première affectation ou à une mutation, mais dépendent en amont d'une politique budgétaire essentielle. Autrement dit, nous allons mettre en évidence que parler de mutation sans parler d'emploi, autrement dit de recrutement, serait une aberration. Moi, j'ai l'habitude de dire pas de poste, pas de recrutement, pas de mutation, et vous allez comprendre pourquoi. Abordant tout d'abord la façon dont étaient gérées les mutations lorsque nous dépendions de jeunesse et des sports et voir ce qui a changé ou ce qui a changé lorsque nous avons intégré le ministère de l'Éducation nationale. Commençons par voir le mécanisme et la gestion de ce mouvement lorsque nous étions en jeunesse et sport.
Même si dans nos établissements, nous étions sous l'autorité d'un chef d'établissement qui, lui, dépendait de l'Éducation nationale, nous étions gérés par Jeunesse et Sport. Alors, nous allons devoir faire un peu d'histoire et nous replonger dans le contexte d'alors, dont en parlait notamment Bernard. Les enseignants d'EPS étaient issus de plusieurs corps au parcours différents. Les professeurs d'EPS, les maîtres d'éducation physique qui sont devenus ensuite professeurs adjoints ou chargés d'enseignement. Et vous voyez donc qu'il y avait différentes catégories d'enseignants. À cela, il ne faut pas l'oublier, se rajoutait une spécificité liée à notre discipline, un mouvement femmes et un mouvement hommes. Pour pourvoir dans les établissements des postes qui étaient étiquetés femmes et des postes qui étaient étiquetés hommes. Ainsi, puisqu'il y avait plusieurs corps d'enseignants et la spécificité hommes-femmes, se déroulaient 4 mouvements nationaux gérés en commission paritaire nationale ou assiégés à NIC. Ça avait lieu tous les ans et générait ainsi une affectation directe sur un poste. Participer au mouvement, vous saviez que vous arriviez à tel endroit en France sur un établissement. On va voir maintenant le passage au ministère de l'Éducation nationale et ce que ça a entraîné. Dans un premier temps, ça entraîne une unification. En effet, comme pour toutes les autres disciplines du second degré, le mouvement national concernant l'EPS va être géré lors d'une instance paritaire qu'on appelle FPMN, en présence des commissaires paritaires nationaux du SNEP, majoritaires, Bernard l'a précisé, pour une affectation là aussi directe sur un poste. Vous participez au mouvement national, à la fin du mouvement, vous saviez dans quel établissement vous arriviez. Ensuite, la suppression de recrutement autre que professeur de PS est agrégée en 1982. Autrement dit, la suppression du recrutement des professeurs adjoints générera un seul mouvement prenant en compte les différents corps. Peu importe que vous soyez agrégé, prof de PS, PA, tout le monde était géré en même temps. Ainsi, tous les corps sont gérés simultanément avec le même barème. Quant à la suppression plus tard de la différence femmes-hommes dans le mouvement, est-ce un progrès? Je n'en parlerai pas. Là n'est pas la question. Le problème n'est pas le mouvement, mais le recrutement à la baisse des femmes. Annick aura certainement des choses à rajouter, elle qui s'est occupée de ce sujet. Mais il va y avoir plusieurs ruptures à la suite de l'intégration au ministère de l'Éducation nationale. La première a lieu en 1999 avec la mise en place de la déconcentration. Ce mouvement national dont je viens de vous parler, qui était géré uniquement par le ministère en FPMN, devient le mouvement national à gestion déconcentrée et s'organise en 2 temps, 2 phases. La phase interacadémique pour entrer dans une académie, phase gérée par le ministère de l'Éducation nationale en présence des commissaires paritaires nationaux, puis pour arriver donc vous arrivez dans une académie, mais vous ne savez pas où. Puis il y a une autre phase à laquelle il faut participer pour arriver sur un poste en établissement ou en zone de remplacement lors de la phase dite intra-académique qui est gérée par chaque rectorat en FPMA, c'est-à-dire une instance académique, en présence de commissaires paritaires académiques formés alors, lorsque ça s'est traduit, le SNEP national se donné tous les moyens pour former tous les commissaires paritaires académiques qui jusqu'alors ne géraient pas ce mouvement. Donc, nous avons été formés, moi la première à ce moment-là, par les commissaires paritaires nationaux qui sont descendus dans les académies pour ne pas laisser la gestion du mouvement au seul gestionnaire du rectorat. Officiellement, il s'agissait de rendre la gestion plus humaine et plus proche des personnels, on verra ça. Les règles et les barèmes qui géraient à ce moment-là la phase inter étaient les mêmes que pour la gestion de la phase intra pour toutes les académies. Mais, deuxième rupture, lors de la mise en œuvre de la loi dite de transformation de la fonction publique pour le mouvement 2005, le ministère ne donne plus que des orientations générales pour l'organisation de la phase intra-académique du mouvement. Chaque recteur élabore alors, chaque année, sa propre circulaire intra. Autrement dit, d'une circulaire générale nationale, on passe à 31 circulaires intra avec toutes les dérives que ça peut engendrer. Quant à la troisième rupture, moi je dis que c'est la plus grave, puisqu'elle voit
en 2019, Bernard l'a dit, la fin du paritarisme que laissait craindre le chantier rénovation du dialogue social dans la fonction publique. Il y avait toujours eu une volonté ministérielle de dessaisir les syndicats, c'est-à-dire les représentants des personnels, en créant des mouvements nationaux ou académiques parallèles, avec affectation sur dossier, s'exonérant ainsi du contrôle qu'exercent les élus du personnel sur les actes de gestion du mouvement. Alors, il y a eu le RIS, Rural Isolé, Éclair, en 2012, qui n'aura duré qu'une année, laissant 50% des postes vacants, puis à l'Intra, les postes en PEP 4, puis APV, puis REP, qui concernaient les établissements en quartier prioritaire. Là aussi, des affectations sur entretien. Mais là, actuellement, nous atteignons le summum. D'autant que cette gestion se fait au détriment des demandeurs de mutation. En effet, en privant les commissaires paritaires de la possibilité de porter leur regard et d'intervenir sur les projets de mouvement de l'administration ministérielle et rectorale, cela dégrade le droit de chacun à être traité de façon juste et équitable. C'est un fait que pour la deuxième année consécutive, nous constatons que dans nombre d'académies, les personnels des rectorats étant incapables, je répète le mot, incapables d'améliorer les projets de mouvement lors de la phase intra, les résultats sont entachés d'erreurs. Pire, ils ne respectent plus les règles publiées dans les circulaires académiques pour la phase intra édictées par les recteurs. Je pourrais donner l'exemple de l'Académie de Montpellier, puisque je suis dans l'Académie de Montpellier où j'ai été longtemps commissaire paritaire. Enfin, vient d'être annoncé un projet politique constant, celui du recrutement local par le directeur d'école. Ce mode de recrutement, direct par les chefs d'établissement, existe déjà dans le second degré et n'est pas concluant. Tous les postes ne sont pas pourvus, car jugés très souvent pas du tout attractifs. Ou s'ils le sont, c'est parce qu'ils permettent à certains demandeurs de mutation de ne pas être affectés loin de leurs souhaits. Mais Macron, en prévoyant une réforme de l'affectation des enseignants, un développement de leur évaluation, la fin du collège unique, une réforme profonde du lycée professionnel, une autonomie accrue des établissements, une hiérarchie intermédiaire, une réduction du nombre d'enseignants, va encore plus loin car il remet ainsi en cause notre statut. Nous pourrons en reparler si vous le souhaitez. Abordons maintenant le cœur du sujet. Pour moi, c'est le cœur du sujet parce qu'on va aborder la bataille de l'emploi à tous les niveaux. Parce que cette bataille de l'emploi, ça a une incidence sur les recrutements pour un mouvement plus fluide. Et vous, les jeunes, là, écoutez bien ce que je vais dire. Est-ce qu'il existe une différence entre jeunesse et sport et ministère de l'Éducation nationale? Moi, je dis non. Et nous allons voir que cette bataille-là, c'est la bataille du SNEP depuis toujours. En effet, pour répondre aux aspirations légitimes des collègues d'obtenir satisfaction dans leur demande de mutation, le SNEP s'est toujours battu pour une création de postes en nombre suffisant pour faire face aux besoins du second degré. En effet, la qualité du mouvement, c'est-à-dire la satisfaction des demandeurs de mutation, dépend de l'ouverture des capacités d'accueil dans les académies et de l'implantation des postes, car ce sont eux qui nourrissent le mouvement. Plus ils sont nombreux à être injectés dans les académies, et plus le mouvement est injecté dans les opérations de mutation, plus les candidats ont des chances d'être affectés au mieux de leurs vœux. C'est ce qu'on appelle le problème de l'offre et de la demande. S'il n'y a pas d'offre, il peut y avoir 36 demandes, le mouvement il va être très pauvre. On en reparlera tout à l'heure. Or, les capacités d'accueil, c'est-à-dire combien de recteurs souhaitent avoir d'enseignants d'EPS à la rentrée X pour assurer l'enseignement de cette discipline. Or, les capacités d'accueil sont liées au recrutement, c'est-à-dire au volume des personnels affectés obligatoirement, c'est-à-dire les stagiaires, dont le nombre dépend, hélas, non de besoins en personnel, mais d'une politique budgétaire toujours au rabais. Ainsi, la bataille des postes reste un enjeu majeur pour le SNEP, que ce soit sous jeunesse et sport et Soissons, parce que Bernard a parlé de l'AS, mais il faut rappeler que Soissons, il avait 0 poste à CAPEP, c'est-à-dire qu'il y avait des centaines d'enseignants, d'étudiants
passer le CAPEPS, mais ces gens-là savaient qu'ils ne seraient pas reçus, ils auraient poste à CAPEPS. Zéro poste à CAPEPS, pas de mutation, puisqu'il n'y avait pas d'ouverture pour affecter les nouveaux recrutés dans une académie. On peut continuer. Hein. Sarkozy a la suppression d'un départ à la retraite sur 2, ou maintenant Blanquer, qui de plus prévoit de transformer, si on lit le projet de loi des finances 2022, il projette de transformer l'équivalent de 1800 postes d'enseignants, alors toutes disciplines confondues, en heures supplémentaires. C'est des heures supplémentaires, il n'y a pas de poste. Ça supprime des postes titulaires. Malgré tout, dans ce contexte, si l'on regarde par le prisme des mutations, la demande du SNEP pour obtenir 4 heures de PS pour tous les niveaux, cette demande serait fondamentale pour recruter davantage. C'est ce qu'on a déjà connu sous Bayrou quand il a créé la 4e heure en 6e, et donc de rendre le mouvement plus satisfaisant pour les demandeurs de mutation. Alors moi, je dis chiche. Mais dans la situation chaotique que nous vivons, c'est un sacré enjeu qui ne se fera pas sans rapport de force. Annick en a parlé tout à l'heure, sans rapport de force de notre syndicat avec la profession et avec les parents et au-delà. Mais comme nous sommes convaincus que c'est une politique ambitieuse de recrutement que l'on pourra permettre, que c'est avec une politique ambitieuse de recrutement que l'on pourra permettre une PS, un sport scolaire de qualité dans les établissements et en même temps la mobilité des enseignants, donnons-nous les moyens de relever ce défi. Avant de conclure, je voudrais lire ceci. Annick, écoutez bien, ça va te rappeler, voilà. Ce n'est pas de moi, écoutez bien. Quelqu'un écrivait, je vous dirai ensuite qui, les enseignants de PS qui ont toujours su se battre pour faire reconnaître leur discipline sont plus sensibles que d'autres au décalage entre les déclarations officielles et les actes. Ils savent très bien que dans une pénurie budgétaire, c'est leur discipline et leur profession que l'on sacrifiera. Ils savent qu'ils ne doivent compter que sur les rapports de force. Il convient donc de peser sur les choix budgétaires pour la rentrée prochaine, à tous les niveaux, de l'établissement, départemental, régional, national, par voie de presse, en contactant les parlementaires, allant même, si c'est possible, vers des épreuves de masse avec nos alliés, syndicaux, étudiants en EPS, parents. Car si la rentrée est techniquement réussie, comme le dit le ministre, l'année scolaire nous prépare des surprises. Les remplacements ne seront pas assurés, les crédits sont en diminution, comme les moyens de nos AS, associations sportives. Alors, il nous faut tenir les deux bouts de la chaîne. Nous battre pour que l'EPS soit toujours assurée, qu'elle soit reconnue dans sa spécificité, et ce, sur tous les terrains, dans et hors de l'école, de la maternelle à l'université. La personne qui écrivait cet article s'appelait Serge Ferré. Il était secrétaire académique de Montpellier. C'est ce qu'il disait dans son édito du bulletin académique de rentrée. Il était prof au lycée de Corbeil. Oui, c'est vrai. Ouais. Il a muté ensuite en 69-70 dans l'académie de Montpellier. J'ai la chance d'avoir tous les bulletins académiques depuis son premier bulletin. Et donc, il écrivait ça dans son bulletin académique de rentrée en octobre 1983. La gauche était au pouvoir depuis 2 ans. S'il était encore des nôtres, il pourrait écrire la même chose. Je vous laisse méditer. Donc, en conclusion, je dirais qu'on ne peut pas parler en termes binaires de progrès ou de régression, mais plutôt en termes de rapport de force, avec des progrès. Oui, au départ, les conditions étaient réunies quand nous sommes arrivés au ministère en 1981 pour une amélioration de la discipline. Au mouvement 81, la gauche avait augmenté le nombre de postes au concours et donc les mutations s'en étaient ressenties. La mobilité du personnel avait été meilleure. Ensuite, sous Bayrou, quand je vous ai parlé des 4 heures pour la 6e, et plus tard sous Payon notamment. Hein. Mais des régressions aussi, dont le couple Macron-Blanquer est porteur des plus graves. Voilà, je vous laisse méditer. Je veux bien revenir sur le rapport de force. Oui, alors je vais proposer à chacun des 3 intervenants de revenir éventuellement sur ce qu'ont dit les autres. Moi, après, j'ai noté quelques questions quand même voilà, auxquelles je pense qu'il serait intéressant de répondre.
Je constate que depuis 83, il n'y a pas eu beaucoup de modifications sur les éléments de langage, parce que la rentrée techniquement réussie, pour ceux qui se désignent au métier de l'EPS, vous l'entendrez encore, je pense, un certain nombre de fois. Et moi, j'exerce dans un établissement, dans un département un peu plus rural, où plus d'un tiers des établissements au collège n'ont pas leur service complet en technologie, par exemple. Mais vous savez, ces élèves-là et ces familles-là, on les entend peu. Une fois que le ministre est passé dans 4 plateaux, dire que la rentrée était techniquement réussie et que pendant toute l'année, des élèves n'auront pas cours de technologie. Alors, je prends technologie parce que c'est vraiment une matière en ce moment emblématique. Mais dès la rentrée, au 1er septembre 2021, je suis de l'Académie de Dijon, nous avions déjà des cours non assurés en EPS. Et je vous passe après les détails dans lesquels ils sont assurés en seconde en ce moment, c'est-à-dire des effectifs à 36. Voilà. Il faut une sacrée dose d'inventivité pour commencer à faire EPS dans un demi-gymnase à 36 élèves. Voilà. Donc je laisse Annick, Bernard et Simone, voilà, éventuellement si vous avez une réaction aux 3 premières interventions. Oui, ben, vous voyez bien comme on insiste un peu comme des bourriques sur cette question du rapport de force, parce que sinon on ne comprend pas sur les 40 ans. Ce n'est pas une question de vertu des uns, de sympathie des autres, etc. C'est vraiment sur le rapport de force que c'était à la fois une grande victoire d'être à l'éducation nationale et une grande difficulté. Parce que du point de vue du rapport de force, c'était plus difficile pour le corps des enseignants d'EPS. Et j'y reviens parce qu'il y a des étudiants dans la salle et que dans le texte que tu as lu, Simone, il y a par exemple l'appel à manifester pour l'EPS, y compris les étudiants. Vous connaissez ça dans d'autres disciplines? Vous avez déjà vu les étudiants en histoire géo manifester avec les enseignants? Ben, oui, peut-être l'UNEF, mais en tant que disciplinaire. C'est-à-dire la chance qu'on a, nous, c'est cette solidarité assez remarquable des enseignants et des futurs enseignants. On va dire, d'une certaine manière, nous, on pense à eux, et d'une certaine manière, ils voient bien qu'on se bat, quoi. Je trouve que c'est quelque chose d'important à dire, pas seulement, plus globalement en termes de gestion. La deuxième chose que je voulais dire, c'est sur l'exemple que vous avez pris tous les deux de ce que Blanquer a proposé à Marseille. Vous voyez, quand je vous parlais du loup libéral, qui dès qu'une porte était entrouverte, rentrait pour faire autre chose, ben, c'est ça Marseille. C'est-à-dire, il y a des difficultés scolaires à Marseille, on va en profiter pour expérimenter. Le fait que ce soit les chefs d'établissement qui recrutent, ce qui est une mesure profondément destructrice de tout ce que vous avez dit tous les deux sur les droits des fonctionnaires en France. Et donc, je voudrais insister là-dessus. Évidemment, j'étais attachée à mon ministre, Anicet Le Pors, ministre de la fonction publique en 81. Il insistait beaucoup sur cette importance de la fonction publique à la française et sur les 2 points que tu disais, c'est-à-dire le recrutement par concours, y compris avec l'anonymat, et deuxièmement, la séparation du grade et de l'emploi, qui fait qu'il ne peut pas y avoir de chantage à l'emploi qui atteindrait aussi la question du grade. Vous voyez, c'est des éléments historiques, ça, qui ont été renforcés en 81 dans les textes sur la fonction publique. Par contre, on a eu une vraie difficulté. Alors, je vous l'ai dit parce que ça vaut la peine d'y réfléchir, quoi. Mon ministre, donc moi, comme collaboratrice, on a été confrontés à la question des concours uniques. Il y avait à l'époque 2 concours, comme tu l'as rappelé, Simon. Un concours homme, un concours femme. La ministre des droits des femmes, des courants féministes, le SGAN CFDT nous ont dit haro, un seul concours, égalité. Et on leur a dit, quand je dis on, c'est la fonction publique, par ma voix, mais aussi les responsables syndicaux des écoles normales supérieures en maths et en physique. On leur a dit attention, s'il n'y a plus qu'un concours, c'est les femmes qui vont dérouiller. C'est-à-dire, vous voyez comme ces questions de l'égalité sont plus compliquées qu'il n'y semble. Donc moi, je rigole quand on vient maintenant me dire « Ah, il n'y a pas assez de filles ». Ben, je dis « Oui, d'accord ». Mais à l'époque, on se faisait traiter, moi, je me suis fait traiter de réactionnaire, quoi. Je ne comprenais pas l'égalité des femmes. Ben, sauf que le réel résiste quelquefois aux propositions un peu éloignées du réel. Voilà. Et donc, cette question c'est 2 questions que j'aborde, quoi. Le rapport de force et la question des contradictions. Comment on surmonte une contradiction? On les surmonte qu'avec les acteurs, déjà. Donc, encore il fallu leur demander leur avis. Voilà.
Et donc, je voulais y insister parce que c'est en termes de gestion, mais plus fondamentalement en termes professionnels. Devenir fonctionnaire, c'est pas rien, quoi. Voilà, en France. C'est pas la fonction publique à l'américaine, d'ailleurs qui s'appelle pas fonction publique, où vous avez un spoil system qui fait que quand un ministre change, tout le monde valse quand il veut, quoi. C'est pas possible en France. Et donc, vous voyez comme c'est pas réactionnaire de dire qu'il faut protéger les acquis, parce que souvent on se fait traiter de conservateur. Merci Yannick. Avant de laisser la parole à Bernard, d'ailleurs, pour ceux que le sujet intéresse, le SNEP FSU a organisé il n'y a pas longtemps une remise de résultats d'enquête sur filles et STAPS, qui a amené un débat très intéressant avec l'inspection générale, avec des chercheuses, et notamment cette question un peu compliquée, épineuse, des concours. Nous étions en EPS la dernière discipline à avoir des concours hommes et des concours femmes, et avoir des postes hommes et des postes femmes. Vous ne pouviez pas muter comme ça d'un établissement à l'autre, comme aujourd'hui. Voilà. C'était une particularité de notre discipline. Mais à l'époque, favorable à l'égalité. Paradoxalement, contrairement à ce que nous disaient. Mais je ne dis pas qu'il faut revenir, vous voyez. Je ne dis surtout pas qu'il faut revenir à des concours séparés. Je dis, l'égalité, c'est comme la mixité, il faut les penser, quoi. Il ne suffit pas de les décréter. Moi, je voudrais juste revenir un tout petit peu sur 1978, c'est juste là avant 81, mais donc qui aura provoqué une décision de 81. 1978, c'est un tournant fondamental parce que le ministre décide de passer les horaires, notamment de l'animation du sport scolaire, de 3 heures à 2 heures. C'est pour ça d'ailleurs qu'il peut annoncer qu'il n'aura pas besoin de recruter des enseignants parce qu'il prenait 1 heure de sport scolaire à tous les enseignants en France pour les mettre sur l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Mais ça voulait dire qu'en passant avec 2 heures de sport scolaire, le sport scolaire était quasiment condamné à mort. Quand on voit le temps que l'on passe dans le sport scolaire, le temps que les enseignants passent dans le sport scolaire, ce n'est pas 3 heures, des fois c'est beaucoup plus. Mais à 2 heures, ça voulait dire que de toute façon, il n'avait plus de lieu d'être. Et c'est certainement ce qu'en attendait le ministre et qui avait dans l'idée peut-être de récupérer encore quelques heures. Et c'est pour ça que le SNEP s'est battu, mais bec et ongle sur cette question-là, et que heureusement, alors avec des mouvements permanents de grève pendant 3 ans, c'est pas un petit mouvement comme ça en 78, on dit on va se bagarrer, puis c'est bon. Non, non, il y a eu des mouvements pendant 3 années de bagarre contre ça, et qui nous a permis d'obtenir en 81 la restitution de nos horaires avec un sport scolaire totalement intégré et avec ces 3 heures. Voilà, donc c'était vraiment un virage important dans le fonctionnement de l'éducation physique et sportive et de l'animation du sport scolaire. Donc, ce n'est pas rien et c'est pour ça que le SNEP il a consacré vraiment toutes ses forces pour qu'on n'aboutisse pas à cette réduction. On papote toutes les deux sur la manif de 78. Vous regarderez si elle est en bas dans l'expo, moi je n'ai pas vérifié. Mais on avait mis pratiquement un prof de PS du territoire sur 2 dans la rue à Paris. Après, moi je dis qu'en tant que responsable syndical national à l'époque, ça nous a posé des sacrés problèmes sur… Je t'entends Bernard, tu étais jeune, toi, hein, mais comment on construit un mouvement continu, quoi. C'est-à-dire comment, quand on a fait une grève et une manif comme ça, on fait quoi le lendemain? Pas évident comme question. Par contre, Marcel Berge, dans son livre s'appelle « À vos marques », on pourrait l'appeler « Comity et moi », je crois, son bouquin. Il dit que la première fois qu'ils ont été reçus par Savary, Jacques Rouillet leur a apporté à Savary la photo de la manif, en disant « Voilà qui on est ». Voilà. Et il me semble que c'est en effet très symbolique. Vous regarderez, j'ai dit à Bruno de la mettre dans l'exposition. Et donc, je dis juste un mot sur Savary pour dire qu'on ne dit pas tous les ministres ont été pareils. Hein. Quelquefois, c'est ambigu dans ce qu'on dit. Moi, je pense que Savary était un honnête homme, le premier ministre de l'Éducation nationale donc, du gouvernement Mitterrand. Et je crois qu'on ne peut pas comparer l'année 82 et 80. On ne peut pas comparer les années 82 et 83 où l'espoir voulait dire quelque chose. Il y avait des réalisations importantes,
dont la suppression de la peine de mort, mais pas seulement. Et puis ce qui s'est passé après 84, où en gros les forces économiques ont repris le dessus, quoi, pour dire les choses clairement. Et où donc on peut parler d'un virage. Ça a dû jouer chez nous aussi, avec un effet peut-être différé, mais ça a dû jouer aussi avec nous. Moi, je n'ai accepté de devenir IPR que parce que c'est Savary qui était ministre. Hein. Et il avait promis à l'époque que les IPR feraient autre chose que de mettre seulement des notes, etc. Donc je me suis dit, bon, essayons. Et ben, la porte, là, s'est refermée aussi, quoi. Donc, moi j'ai fait autrement, mais officiellement, on est revenu à une situation de, comment dire, de primat de l'autorité. Alors que je vous conseille un livre qui s'appelle Pourvu qu'il m'écoute, qui vient de l'UFM de Créteil, hein, dans les années 90. L'autorité, ce n'est pas une question de mesure autoritaire. L'autorité, c'est l'autorité de la discipline, des contenus d'enseignement, du fait que les gamins de Seine-Saint-Denis disaient un bon prof, c'est celui qui nous apprend. Hein, et donc, ce retour à l'autoritarisme, alors qu'il y avait eu une petite fenêtre ouverte en 83. Vous savez, Savary, c'est le ministre qui était pour la nationalisation de l'enseignement. Voilà, c'est-à-dire pour la suppression de l'enseignement, pour l'intégration de l'enseignement privé dans l'enseignement public. Voilà. Dire que là aussi, il y a eu de grandes manifs, mais des forces réactionnaires cette fois. Simone, si tu voulais rajouter quelque chose, à titre d'illustration sur ce qu'a dit Bernard sur en 78. Non, mais sur l'AS, si aujourd'hui on retirait 1 heure d'association sportive pour la consacrer à l'EPS et qu'on appliquait la même procédure que 78, c'est la fermeture du CAPES sur à peu près 3 ans. Hein, ça donne ça, hein, c'est un peu plus de 30 000 enseignants, vous divisez par 20, ça fait, voilà, vous n'avez plus besoin de recruter personne pendant 3 ans puisque vous redistribuez. Et je passe le fait qu'aujourd'hui, nous avons 2 heures supplémentaires entre guillemets imposables et que chacune peut se voir imposer 2 heures supplémentaires, ce qui rajoute au fait que vous pouvez du coup limiter les recrutements et redistribuer le travail en plus à faire sur les personnes qui sont déjà là. Voilà. Tu voulais réagir à une... Voilà. Non, mais peut-être rajouter que dans le contexte actuel, il y a eu des hauts et des bas en fonction des politiques qui ont été mises en place. Hein. C'est-à-dire que j'ai parlé tout à l'heure d'un changement de statut, mais on a déjà à l'éducation nationale des enseignants d'EPS titulaires et on a de plus en plus d'enseignants d'EPS contractuels. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de recrutement. Les besoins existent, même s'ils sont de plus en plus réduits, puisque certaines heures se font en heures supplémentaires, mais on a de plus en plus donc, de personnes. Peut-être, je ne vous le souhaite pas, mais dans chaque promo, il y aura des collègues qui ensuite finiront contractuels, qui vont galérer et qui n'auront pas la chance de pouvoir ensuite intégrer la fonction publique parce qu'ils seront CDIsés. Je ne me trompe pas. Non. Donc, c'est un drôle de recul, ça aussi. Il y avait avant la possibilité de passer le CAPEPS interne pour ceux qui avaient été collés, qui au bout de tant d'années de remplacement, pouvaient ensuite passer le concours interne. Donc, vous voyez un peu comment petit à petit, les choses évoluent pas dans le sens que nous souhaiterions. Voilà. Et puis, ce fameux changement de statut aussi, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on était recruté par un concours national. Les chefs d'établissement qui voudront... Il y a eu des tentatives aussi de faire rentrer l'extérieur dans les collèges et lycées en faisant rentrer les éducateurs à la place des enseignants d'éducation physique et sportive. Il y a eu les cas aussi à un moment donné. Donc, je veux dire, il y a toujours ce risque et plus ça va et plus ça devient critique. Mais la question que je me pose, c'est que nous avions réussi en 78 à mobiliser la profession qui s'était rendu compte que l'AS était mise à mal, mais que les enseignants zéro poste à CAPEPS étaient aussi nombreux que les enseignants dans la rue à Paris. Les étudiants. Qu'est-ce que j'ai dit? Les enseignants, pardon. Les étudiants étaient aussi nombreux que les enseignants dans la rue. Ils avaient compris ce qui était en train de se passer. Et peut-être que c'est de ce côté-là aussi qu'il faut chercher. Bon, il va falloir qu'on engage un rapport de force. Je ne veux pas être pessimiste, mais je crois qu'il va falloir que la lutte soit encore plus revendicative qu'elle ne l'a été à certaines années. Mais en 78, nos anciens, ils ont bien réussi. Donc, je me dis qu'à nous de trouver les moyens de faire adhérer le maximum
Il le disait, Serge Ferré, dans son article. Les parents, les étudiants d'EPS, on ne disait pas les STAPS à ce moment-là, ça n'existait pas. Et je crois que c'est tous ensemble et unis qu'on peut-être on pourra arriver à faire bouger. J'espère que ce sera plus Blanquer la prochaine fois. Enfin, en tout cas, il y a des élections qui se pointent. Là, je crois qu'on a notre mot à dire et oui, on a à faire. Hein. Voilà. Le rapport de force, c'est ça. C'est en permanence, quoi. On se donne les moyens, on trouve des solutions, on trouve des idées pour mettre à mal les décideurs. Avant que je repose une question qui a été posée dans le chat, à titre d'illustration, est-ce que décrit Simone sur l'entrée des contractuels en 2008-2019, c'est le dernier bilan social qu'on a du ministère, on est passé de 16 000 contractuels dans l'éducation nationale à plus de 36 000. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un enseignant sur 10 qui exerce est contractuel. Ça veut dire que dans une classe de 6e, ils ont un de leurs enseignants est contractuel. En Seine-Saint-Denis et dans les aides de et alors, dans Seine-Saint-Denis, voilà, j'étais en Seine-Saint-Denis à Aulnay-sous-Bois, aucun professeur de mathématiques dans l'établissement n'avait le CAPEPS et n'était titulaire. Aucun. C'était il y a un certain nombre d'années déjà et la situation n'a fait qu'empirer. J'avais une question là, qui a été posée sur la question des postes hommes-femmes. Est-ce qu'il y avait le même nombre de postes au concours? Oui, bien sûr. Sinon, je ne l'aurais pas dit comme ça. Oui. Historiquement, peut-être pas. Mais à l'époque où on y était, nous, il y avait le même nombre de postes hommes et de postes femmes. Et en général, dans les établissements, ça permettait aussi d'équilibrer les équipes. Vous voyez? Parce que poser la question des activités artistiques, j'ai dit historiquement, hein, dans un endroit où il n'y a que les hommes, ce n'est pas toujours évident. Alors, ça ne veut pas dire que les femmes sont à l'aise avec la danse. Hein, c'est pas ce que je... Oui, parce qu'il faut rajouter que la formation n'était pas la même. Par exemple, moi, j'ai 71 ans, je n'ai pas vécu l'UREPS, j'ai vécu l'année P1 qu'on appelait, ensuite le CREPS. Il y avait le CREPS femme, il y avait le CREPS homme. Je n'ai jamais appris à enseigner le rugby ou le foot. Il y avait une NSEP fille, une NSEP voilà, il y avait une NSEP fille. Alors, c'était pour la crème. Hein. NSEP. Bon. Dans la crème. Mais et j'imagine que les hommes n'apprenaient pas à enseigner la danse. Et moi, le jour où j'ai dû avoir, avec des élèves, en plus cette fois-là, j'avais une classe de 3e, de transition à l'époque, où j'ai dû faire de la fixe avec mes élèves, j'étais complètement tétanisée. Je ne savais pas à quoi servait ce machin. Les barres fixes, bon, du coup, ils ont fait des parallèles, hein, mais c'est quand même plus simple. Ah ben, je me sentais en danger en fixe. Voilà. Donc, c'est important de rappeler aussi qu'on a été formé d'une certaine manière. Alors. Donc là, il y a eu des progrès, on peut dire. Mais sauf que on passait du temps sur les activités physiques. Deux choses, j'ai mis sur le chat pour ceux qui sont en visio, mais je vous invite à taper sur le moteur de recherche SNEP, résultats recherche filles et STAPS. Vous tomberez sur la présentation des chercheuses. C'était une étude qui a été financée par le SNEP, pas que le SNEP, mais sans le financement du SNEP, elle n'aurait pas pu voir le jour. Donc, vous avez la présentation des résultats, puis ensuite le débat. Vous trouverez débat très intéressant sur la question justement des quotas, sur la question des concours, etc. Un petit point, deux questions. Sur les éléments de langage et notamment sur l'évolution du mouvement, tu as parlé des concentrés. La question, c'est est-ce que plus on rapproche le lieu de décision sur la carrière de la personne, que ce soit de l'avancement, que ce soit de la mutation, est-ce que ça en fait une gestion plus humaine? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, le SNEP a toujours défendu un recrutement national et continue de défendre, en gros, je vais l'illustrer comme ça, que le jeune stagiaire de Marseille aille ou puisse se retrouver dans les quartiers nord d'Aulnay-sous-Bois ou à Lille ou à Versailles les premières années. On pourrait penser que ce n'est pas très populaire comme revendication syndicale et pourtant le SNEP continue de porter ça. Voilà. Donc il y a ces deux questions-là. On passe un concours national, comme je vous l'ai dit en introduction, et donc on a une affectation au niveau
national, ce n'est pas la même chose que pour le premier degré. C'est un concours académique et les professeurs des écoles sont affectés dans l'académie où ils ont passé leur concours. Nous, c'est un concours national. Enfin, c'est une affectation nationale n'importe où en France parce qu'on estime que les enfants, ils ont droit à un enseignant qualifié partout où ils se trouvent. De la même façon. De la même façon. Moi, ce que je disais aux jeunes enseignants qui arrivaient dans l'Académie de Créteil et qui venaient de territoires, comment dire, plus touristiques, voilà, je leur disais, bah oui, mais le CAPEPS, tu ne l'aurais pas eu. Bah, parce que le nombre de postes est sur l'ensemble du territoire national. Si on met des concours académiques, je peux vous dire qu'à Grenoble, il n'y en a pas beaucoup qui se font reçus au concours parce que la distribution à l'époque, hein, je pense que ça a changé, mais la distribution des étudiants sur le territoire n'était pas la même. Alors aujourd'hui, il n'y a tellement pas de place partout que ça doit se niveler un peu. Dans le premier degré à Créteil, je pense qu'il y a des postes qui ne sont pas pourvus. Je parle du premier degré. Hein. Dans l'Académie de Montpellier, c'est très difficile d'être reçu. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui sont recalés. Voilà la différence aussi entre un concours national et un concours régional académique comme ça l'est pour le premier degré. Voilà, ces règles fonction publique ont été vraiment pensées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Il y a un statut de la fonction publique le plus important qui est paru en 1946. Ils ont été pensés avec l'idée d'égalité. Voilà. Oui, égalité des chances. Bernard? Oui, sur l'influence qu'on peut avoir entre le niveau national et le niveau académique. C'est pas tellement le niveau national ou le niveau académique qui importe, c'est le rapport de force qu'on est capable d'établir avant et pendant. Donc, l'influence que l'on a, soit au niveau ministériel, soit au niveau des académies. Et les recteurs ne répondront pas de la même manière s'il y a un mouvement fort au niveau académique. Le représentant du ministère nous avait dit un jour en CAPN, oui, vous pouvez parler, mais au bout du bout, c'est nous qui décidons, puisque ce sont des commissions administratives paritaires qui sont des commissions consultatives et c'est le ministre ou le recteur qui décide. Sauf que dans le bout des bouts, c'est nous qui décidons. Sa décision, eh bien, elle était influencée par le rapport de force que nous avions su établir, soit au niveau national, soit au niveau académique. Donc, ce n'est pas tellement le niveau qui comptait, mais c'était la force qu'on était capable de mettre, la représentation avec les collègues derrière nous, qui faisait que le rectorat ou le ministère cédait ou ne cédait pas. Je peux juste illustrer. J'allais revenir sur la gestion déconcentrée est-elle plus humaine. Je ne parlerai pas humaine ou pas humaine, mais je vais parler de la compétence des gestionnaires des rectorats. Pour l'avoir touché du droit, même quand j'étais encore en activité et que j'étais représentante des personnels, je pouvais mesurer l'incompétence de ces gens-là qui n'étaient pas forcément formés pour améliorer le mouvement. On ne pouvait pas leur en vouloir. Elles avaient une demi-journée, je dis elles parce qu'en majorité ce sont des femmes, elles avaient une formation d'une demi-journée pour améliorer le projet qui avait été sorti par l'algorithme et elles n'étaient pas capables de le faire. Et actuellement, c'est la différence, c'est qu'avant nous étions là, le SNEP était là. Alors moi dans mon académie, tous les représentants des personnels c'était le SNEP. Donc, nous étions là pour faire appliquer la règle. Il y a un barème, il y a des règles, on les respecte et on va jusqu'au bout. Sauf que maintenant, puisqu'il n'y a plus personne, alors il y avait beaucoup d'erreurs, hein, et nous étions là pour montrer la réalité des choses. Sauf que maintenant, depuis 2 ans, les représentants des personnels ne sont plus là. Et ces personnes-là ne sont pas capables, je ne crains pas le mot, sont incapables d'améliorer. Oui, mais pour moi, c'est plus que ça, quoi. Mais en plus, il faut reconnaître que, y compris parmi les personnels du rectorat, il y a des gens qui sont contractuels. Et dans la fonction publique, ils sont contractuels, certains à vie. Autant si vous êtes dans le privé, au bout de tant d'années, je ne sais plus combien vous avez un CDI, dans la fonction publique, en tout cas au ministère ou dans les rectorats, ça peut être à vie. Moi, j'ai connu des gens, ma carrière a été longue, qui ont été contractuels tout le temps. Voilà. Et pas formés comme on l'entendrait. Une affectation, c'est quelque chose d'important. Quand on se trompe de votre affectation, qu'on vous envoie de l'autre côté de l'académie, alors que votre barème vous aurez mis au plus près de vos souhaits, il y a de quoi pas être satisfait. C'est ce qui se passe depuis 2 ans.
Alors, il y a une question, puis après, ouais, il y a des questions dans le chat, je vous en Une prie. question sur l'avancement. Vous parlez de remise en cause du statut des enseignants, et notamment par rapport à la fonction publique. Quand le PPACR est mis en place, il fige la notation des fonctionnaires à l'échelon c'est-à-dire que le dernier avis n'est plus évolutif au-delà de cet échelon. Est-ce que ça, c'est pas une remise en cause justement du statut de la fonction publique? Dans les autres ministères, les fonctionnaires sont évalués annuellement. Bah, c'est une remise en cause parmi d'autres, hein. Parmi d'autres, mais effectivement, c'est ce que l'on voit qui se dessine au fil du temps, c'est de faire en sorte que, la représentation des personnels soit réduite à rien du tout, et que deux, le choix opéré par l'administration lui appartienne sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Et que donc ça, ces deux éléments-là font qu'au bout d'un moment, on aura un tel qui va avancer alors que c'est une telle qui aurait pu y prétendre. Il n'y aura pas d'argument à évoquer. Le ministère a décidé. Et c'est ce qui s'avance tout doucement au fil du temps. Donc, effectivement, ça y contribue. Alors, je reprends les questions qui sont dans le chat. Alors, 36 000 contractuels et pourtant pas beaucoup de place aux différents CAPES, hein, parce que les 36 000, hein, c'est bien sûr pas qu'en EPS. Hein, on s'est bien compris, c'est toute discipline confondue. Alors qu'il y a une demande, donc pourquoi un ministère a-t-il intérêt à recruter des contractuels plutôt que des titulaires? Ça coûte moins cher, hein. Moins cher Ça coûte moins cher et c'est c'est encore provisoire. viable, hein, merci. C'est Hein. provisoire. Par définition, c'est provisoire, les contrats. Donc, quand on n'en a plus besoin, eh ben, non, allez faire ailleurs. C'est ce que je disais, c'est une question budgétaire. Les mutations, c'est une question de budget. Point, c'est tout. Ouais. Et puis, je rajoute que sur la gestion des contractuels, alors quand vous êtes dans une zone rurale ou alors une zone hyper urbaine avec des quartiers un peu difficiles, vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que des fois, contractuel, c'est normal, la personne, elle regarde si c'est intéressant pour elle. Et venir dans mon établissement scolaire hyper rural, très loin et éloigné d'un centre de communication, eh ben, ça lui coûte aussi cher de venir faire 4 heures de cours en déplacement. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est surtout qu'à certains endroits, vous n'avez personne. Et parce qu'ils viennent un petit temps, et puis après, soit parce que la tâche est trop difficile, soit parce que la tâche n'est pas assez rémunératrice, on se retrouve finalement des fois sans personne. Tu avais une question? Ouais. En EPS. Et là, vu qu'il y a des contractuels et des gens qui ont embauché la classe, est-ce que pour autant les départs à la retraite, ils sont toujours similaires, parce que c'est les années normalement, il y a le même nombre de personnes qui partent à la retraite. Est-ce que du coup, les mutations ont quand même lieu s'il y a des contractuels qui prennent la place, ou est-ce que du coup ça n'a pas lieu du tout? Non. Oui, je peux te répondre. Hein. Je vais te donner un exemple. Il y a un recrutement à 1000 reçus au CAPEPS. Le ministère va devoir ventiler. Donc, je vous ai expliqué que vous aviez droit à un emploi. Donc, à la fin d'un stage, vous allez devoir avoir un emploi. Vous aurez cet emploi lors de la gestion du mouvement, à partir d'un barème, de règles. On n'a pas à en parler aujourd'hui, sinon je n'arrêterai jamais. Mais 1000, ça veut dire que sur toutes les académies de France et de Navarre, il va y avoir des capacités d'entrée importantes. Et puis ça va faire les chaises musicales, c'est les gros barèmes qui vont arriver dans les académies du Sud. Les jeunes, vous n'avez pas beaucoup de points, vous arriverez dans les académies moins demandées. Mais lorsqu'il n'y a que 400 ou 200 ou 0 sous 60, le ministère, il n'a plus besoin d'ouvrir les académies pour injecter des personnes, puisqu'il n'y a plus de stagiaires qui ont droit à un emploi. Donc, moins il y a de recrutement, moins il y a d'ouverture dans les académies, et plus le mouvement est difficile. Je voulais amener une feuille pour vous montrer un petit peu, puisqu'on parle de barème. Lorsqu'il y a des recrutements importants, on a eu 1000, 1200, 1400 postes à concours, les barres d'entrée, c'est-à-dire le plus petit barème qu'il fallait pour entrer dans une académie très demandée comme Montpellier, Rennes, Bordeaux, Grenoble, Aix, etc., le barème était très bas.
200, 300 points. À partir du moment où on a baissé le nombre de recrutements, ça a explosé, c'est-à-dire qu'il fallait 600, 900. Alors, je ne parle pas encore, c'est quand il n'y a qu'un poste, ou pas du tout, Polo, tu m'aiderais. Donc, vous voyez un peu l'incidence que ça a entre recrutement de titulaires sur le mouvement. Alors, après, les recteurs, ils font remonter leurs besoins. Ils font remonter leurs besoins. Eux aussi, ils sont contraints. Parce qu'ils peuvent dire, j'ai besoin, après, il y a la bataille dans les académies, entre les disciplines, évidemment. Il y a un budget qui va gérer, qui aura tant de postes. Après, ce sera des postes de maths, de français, de PS. Le PS, le SNEP va se battre pour faire remonter les besoins. Vous savez, le SNEP, il se bat depuis très longtemps. Au moment de la préparation de rentrée, on allume les clignotants. On dit on allume les clignotants, c'est-à-dire que les militants, on a des militants partout, hein, dans les départements, dans les académies, au niveau national, évidemment, on allume les clignotants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille déjà pour le mouvement de l'année d'après, pour faire apparaître les besoins qu'on va avoir. Les clignotants, c'est quoi? Dans un établissement, il y a des heures supplémentaires en nombre qui pourraient peut-être faire la création d'un poste. Il y a un BMEP, un bloc de moyens provisoires qui pourrait peut-être faire apparaître un poste. Il va y avoir un départ à la retraite. On examine tout ça. Parce que ce n'est pas les gestionnaires qui vont s'amuser à faire ce travail-là, c'est le travail du SNEP. C'est-à-dire le SNEP, il est sur le terrain. Et on nous reconnaît ça d'ailleurs. Hein. On est sur le terrain et on fait apparaître les besoins. On alerte les collègues dans les établissements pour dire il va y avoir un conseil d'administration. À vous de vous battre là, parce que c'est le premier lieu de la bagarre, de la lutte, pour faire apparaître les besoins. Bon, plus on fait apparaître les besoins, plus le rectorat sera peut-être un peu sensibilisé, mais ce n'est pas pour autant qu'ensuite le ministre va lui donner tous les besoins, tous les besoins, puisqu'il est contraint par un budget. Mais si on ne se bat pas à la base ou à tous les niveaux, ben, petit à petit, on va se laisser manger, quoi. Et on aura, voilà. C'est pour vous parler aussi de cette bagarre militante du SNEP à tous les niveaux. Les mutations, ce n'est pas qu'un acte de gestion, comme je disais, hein, c'est la bataille de l'emploi. Vous avez compris que s'il n'y a pas de poste à CAPEPS, il y aura un mouvement qui sera très pauvre. Voilà. Il y en a, vous savez, il y a eu des périodes où quand il y avait très peu de postes à CAPEPS, pour entrer dans les académies du Sud, il fallait 10, 12 ans. Alors maintenant, on a obtenu de favoriser certaines catégories de personnel, c'est-à-dire les personnels qui sont en rapprochement de conjoints, parce qu'on estime que ce sont ceux qui ont le plus besoin d'être rapprochés de leurs conjoints. Il y a 3 catégories. Les rapprochements de conjoints, les personnes handicapées et les personnes qui travaillent dans des quartiers difficiles. C'est pas que pour la fonction publique d'État. Enfin, si, je pense que c'est que la fonction publique d'État, c'est parce que je pensais aussi aux militaires, etc., qui sont gérés de la même façon que nous. Vous savez, je vais vous dire, on a cette chance-là malgré tout. C'est que quand on passe le concours pour être collectivité territoriale, on a un concours et on doit se chercher un emploi. Et au bout de, alors je crois que c'est 6 ans maintenant, non, ça a changé parce que je m'étais renseignée quand même en vue de tout ça. C'est vrai qu'au début, c'était 3 ans, c'était 4 ans, je ne sais pas si c'est 6 ans. Vous perdez le bénéfice de votre concours si vous ne trouvez pas un emploi auprès de nos collectivités territoriales. Ce n'est pas notre cas, hein, puisque on est fonction publique d'État et que l'État nous doit un emploi. Mais un emploi en fonction d'un budget. Donc, si le budget ne prévoit pas des recrutements, et bien ensuite, voilà, vous ne serez pas satisfait aussi rapidement que vous le souhaiteriez dans votre affectation. Il y en a qui n'arrivent jamais là où ils voudraient d'ailleurs. Même si les copains continuent à se battre pour qu'il y ait un barème plus équilibré, parce que c'est vrai, il y a 3 catégories que je viens de vous citer qui ont un barème tellement important que ceux-là sont favorisés pour arriver dans une académie. Et les autres, ben, ils attendent. Même si vous avez obtenu une augmentation du barème par rapport à ce que moi j'ai pu vivre quand j'étais encore en activité. Un petit point, peut-être une question peut-être plus pour Bernard. On a eu une période 70, 80, 90 où en fait finalement on est venu plus qu'à un seul corps. On avait les PA, les CE. Maintenant, nous n'avons plus entre guillemets qu'un seul corps, les professeurs de PS. Il y a les agrégés.
En quoi c'est un intérêt? Pourquoi le SNEP a défendu le fait de n'avoir plus qu'un seul corps? Est-ce que c'est un intérêt, pas d'intérêt? Et est-ce qu'il n'y a pas une dérive aujourd'hui, ou en tout cas une inquiétude avec finalement deux corps, maintenant le corps des titulaires et puis les non-titulaires qui deviennent de plus en plus nombreux à côté? Alors d'abord, il n'y a pas de corps de non-titulaires, il y a des Oui. non-titulaires, point. Mais le fait que le SNEP revendique une formation la plus évoluée possible, c'est-à-dire vers le professeur de PS et tendre vers l'agrégation, c'est simplement parce que ça augmente les qualifications des personnels et que ça améliore la qualité de l'enseignement que l'on peut fournir. Et c'est donc pour ça que le SNEP s'est toujours battu pour que la formation elle soit du plus haut niveau possible. Donc ça, voilà, ça c'est pour répondre à cette question. Et je voudrais juste faire un petit point sur les heures supplémentaires. C'est un enjeu énorme aujourd'hui parce que depuis quelques années, les heures supplémentaires sont en hausse considérable. Et cette hausse-là, elle a des effets sur les recrutements au niveau du concours. Plus les enseignants acceptent de prendre d'heures supplémentaires, moins il y aura de recrutement au concours. Et donc, ça veut dire que, alors le ministère, il y va fortement parce qu'il menace les enseignants qui ne veulent pas faire d'heures supplémentaires de sanctions, y compris avec un certificat médical. Hein. Donc, c'est vraiment un enjeu important. Et si demain, ça se mettait en place, ces heures sup, ça aurait aussi un autre effet, c'est que ça mettrait en cause les maximums horaires des enseignants. Parce qu'à force de se retrouver à faire des heures en plus, eh bien, il serait tout à fait normal de dire que faire 22 heures, c'est pour l'enseignant, c'est normal. Hein. Et puis, évidemment, le fait d'imposer des heures supplémentaires, ça a aussi un effet sur la question des rémunérations des enseignants. Parce que ça permet de moins les augmenter et de laisser entendre que leur pouvoir d'achat, on peut simplement le conquérir avec ces heures supplémentaires. Vous voyez donc un petit peu l'enjeu de ces heures supplémentaires. Et c'est un combat énorme là aujourd'hui, parce qu'elles sont grandissantes ces heures, et là-dessus, il faut vraiment qu'on continue à se battre. Et je rajoute à ce que dit Bernard que le ministère le fait en toute connaissance de cause, c'est-à-dire que le ministère sait et fait les études lui-même pour montrer que l'augmentation des heures supplémentaires augmente l'écart salarial entre les hommes et les femmes. C'est très clair, c'est documenté et chaque année, on fait une réunion et ils nous le redisent et chaque année, le taux d'heures supplémentaires continue d'augmenter. Voilà. Donc, il y a les rentrées techniquement réussies et puis les actes. Annick, sur l'agrégation, parce que c'est vrai que… Oui, oui. Alors, ce que je vais dire est strictement personnel. Donc, n'engage ni le SNEP, ni qui que ce soit d'autre. C'est une aberration qu'il y ait des agrégés et des certifiés. S'agissant de l'enseignement du second degré, si on veut avoir des agrégés pour en faire des enseignants d'université, il faut le dire et les appeler enseignants d'université et les former pour et les payer pour. Mais que dans le même établissement, face aux mêmes élèves, il y ait des agrégés, des certifiés, moi, j'ai jamais admis, je continuerai à pas l'admettre. Mais attention au loup libéral. Vous voyez, si on disait qu'on accepte la suppression de l'agrégation, vous croyez que ça arrangerait la situation des autres? Pas du tout. Le ministère en profiterait pour faire des économies et pas du tout pour recruter plus de certifiés, pour former mieux les agrégés qui vont à l'université. Vous voyez, c'est ça le type de contradiction quand on est responsable syndical, avec lequel il faut qu'on essaye de se dépatouiller, parce que nous, on sait les dangers. On voit bien les problèmes que ça peut poser sur le terrain. Mais en même temps, on voit bien aussi ce qui se passerait si on acceptait d'entrouvrir la porte. Le loup. Pour l'instant, la revendication demandée par le SNEP-FSU, c'est tous agrégés, c'est-à-dire notamment ce qui créerait automatiquement 4500 postes en EPS. Voilà, ça a aussi cet intérêt-là. Voilà. Et ce qui… Et améliorer les débuts de carrière. Je le dis pour les un peu plus anciens, même en démarrant agrégé, ça ne rattraperait pas la perte de salaire depuis les années 2000. C'est-à-dire que voilà, même ça ne rattraperait pas aujourd'hui ce qu'ont perdu les entrants dans le métier depuis une vingtaine d'années. Il y a une dernière question peut-être sur le chat, sur le… alors pour ma information, il y a des nouveaux concours académiques, CAPEPS,
notamment en Guyane. Voilà, pas en EPS. Sachez-le, aujourd'hui, il est possible d'être recruté dans certaines académies via un concours académique. Donc la question qui est posée, c'est voilà, quelle dérive ou qu'est-ce qu'on y voit À partir du moment où on commence à recruter local, on va avoir des règles de plus en plus locales et la possibilité de pouvoir, pour les personnels, bouger au niveau de l'ensemble de la France, je ne dis pas la métropole de la France, eh bien, sera réduite à rien du tout. Le recrutement il sera local et puis c'est tout. Donc, ensuite, pour quitter l'académie, on ne sera plus dans le cadre d'une fonction publique d'État, puisque la fonction publique d'État, elle permet à tous les personnels de pouvoir bouger sur l'ensemble du territoire. Voilà, donc c'est la seule chose que je vois. Je ne sais pas s'il y aurait d'autres choses, mais voilà. À titre de comparaison, pour ceux qui connaissent le premier degré, vous êtes affecté dans un département. Pour pouvoir aller dans un autre département, il faut l'autorisation d'en partir. On appelle ça un INEA, IXEA. Aujourd'hui, dans le département du 93, pour un INEA, donc une autorisation de rentrée, il y a 400 demandes d'EXEA. Donc, vous pouvez avoir le barème que vous voulez, le nombre de conjoints, j'allais dire, non, le nombre d'enfants et séparation de conjoints et quartier prioritaire de la ville. De toute façon, quand il n'y a qu'une personne qui sort, qu'une personne qui rentre pour 400 qui demande à sortir, voilà, c'est pour nous une des dérives du recrutement local qui peut, dans un premier temps, peut être séduisant. Dans le second degré, qui poserait quand même des sacrés soucis de formation dans certaines disciplines beaucoup plus réduites, parce qu'il y aurait sûrement très peu de ressources pour certaines disciplines. Plus les questions qu'aujourd'hui pose le concours du premier degré avec effectivement ce que disait Simone, des niveaux de recrutement très divers voilà, d'une académie à l'autre. Sur l'imagination revendicative, je dirais que l'image qu'on a de la Seine-Saint-Denis, excusez-moi, mais moi, l'image que j'ai de la Seine-Saint-Denis, c'est certes des conditions d'enseignement difficiles, ou de Bonneuil, ou de Valenton dans le Val-de-Marne, ou, voilà, ou de Vitry-sur-Seine, mais c'est une incroyable ressource pédagogique. Moi, des stagiaires second degré m'ont dit un jour, elles venaient de je ne sais plus où, m'ont dit Annick, elles étaient à Aulnay, et elles m'ont dit Annick, maintenant on peut aller n'importe où. On est formé béton. Bah parce que là, un peu contrairement à ce qui s'est dit ailleurs, comment dire, c'est pas que les élèves sont plus difficiles, c'est qu'ils sont moins scolaires. Et s'ils sont moins scolaires, ils nous obligent à une vraie invention pédagogique. Qu'est-ce qu'elle fait de ça, l'éducation nationale? Est-ce qu'elle a créé des endroits où, d'une part, les enseignants qui pensent qu'ils réussissent en Seine-Saint-Denis expliquent pourquoi? Moi, je pense à Cécile Ladjeli, parce que je l'ai vue à la télévision récemment. Elle expliquait, avec des élèves difficiles, il ne faut pas abaisser les contenus, au contraire. Elle est prof de lettres et écrivain par ailleurs. Elle disait, moi, je leur donne des textes difficiles. Une prof d'anglais me disait que les élèves de Saint-Denis lui avaient demandé, c'est des vrais textes, ça, madame, ce n'est pas des textes pour nous. Ce qui veut dire qu'il y a de la ressource pédagogique chez les enseignants qui sont face à des élèves en difficulté scolaire, dont l'éducation nationale ne sait pas se servir. Elle ne sait faire preuve que d'une condescendance. Elle dit elle va donner plus à ceux qui ont moins, ce qui n'est même pas vrai en plus, de surcroît. Elle leur donne moins qu'à Paris. Mais vous voyez, la question de l'invention collective, donc aussi syndicale, c'est de faire d'empêcher qu'un problème aide à faire des mauvais coups. C'est-à-dire qu'au contraire, on se saisisse d'une réalité qui nous pose problème, allons-y, on la prend en compte et on voit ce qu'on peut faire. Et moi, je crois qu'en scène, par exemple, j'avais moi imposé à l'époque, les formateurs, c'était ceux qui étaient le plus près professionnellement du rectorat, voilà, de Créteil. Et moi, j'avais dit, c'est juste pas possible, quoi. D'abord, on va répartir, il y en aura autant de Seine-Saint-Denis que d'ailleurs. Et deuxièmement, non seulement il y en aura autant, mais qu'ils soient en Seine-Saint-Denis ou Val-de-Marne ou ailleurs, ceux de ZEP, on va mettre presque pas un quota, mais un souci que les enseignants des zones reconnues comme difficiles soient particulièrement présents dans la formation. S'il n'y a plus de questions, je voulais remercier Bernard, Simone, Annick pour les interventions, pour le débat. La réponse à la question initiale, vous avez vu que personne n'a répondu progrès ou régression. Victoire paradoxale. Moi, je m'en tiens à victoire paradoxale. Ouais, victoire paradoxale, c'est pas mal.
Et il y a une vraie question du rapport de force, Oui. c'est-à-dire de comment Ça, c'est plus- les personnels, les enseignants s'occupent de leurs questions. Parce que Prennent s'ils leurs ne le affaires font en pas, main. Ils prennent leurs affaires Voilà. en main. Mais, personne ne le fera pour eux. oui, mais pas seul. Pas seul, en équipe. On s'est battu en équipe dans les établissements. Je ne sais pas si c'est pas en train de virer sur En danger. oui, c'est pas un Jouons danger. Voilà. Hein, le rugbyman vient de parler, jouons collectif. Et n'ayons pas peur de la castagne. Pas l'évitement. Pas que. Eh bien, je vous remercie et puis bonne continuation.